Eh bien, bonjour, donc bienvenue dans ce webinaire du groupe FEDOC qui est consacré globalement à la question de la temporalité et du web. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Franck Rebillard, professeur à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et qui est spécialiste de l'analyse du journalisme et des journaux sur le web. Pour ce séminaire, il nous a proposé 3 articles. Le premier est un article de la revue Réseau de 2006, dont le titre est « Du traitement de l'information à son retraitement ». Le second est de la revue New Media and Society de 2010, et le titre est « Does the long tail apply to online news ?» Donc, et le troisième article est de la revue Communication et Langage en 2009, et son titre est « L'actualité selon Google ». Donc, ce que je vais vous proposer, c'est quelques réflexions personnelles sur chacun de ces articles et puis ensuite quelques questions posées à Franck Rebillard qui répondra. Et puis le débat sera ouvert avec l'ensemble des participants au webinaire. Donc, si on reprend le premier article, celui de Réseau, du traitement de l'information à son retraitement, en fait, c'est un article qui fait un panorama large de la situation, de l'évolution de la presse avec le web, puisqu'il passe en revue la presse classique en ligne, les agences de presse en ligne, les webzines, les blogs, les portails, les agrégateurs et les bases d'archives. Moi, j'ai surtout relevé comme point par rapport aux préoccupations de notre webinaire, qui relèvent donc de la temporalité. Le premier point, c'est la possibilité nouvelle pour les journaux d'exploitation des archives, c'est-à-dire le fait qu'il y aurait pour les journaux autour du web 2 temporalités qui se croisent, une qui est celle du flux de l'actualité et l'autre, au contraire, qui est plus proche des bibliothèques ou des centres d'archives, qui est l'exploitation des articles anciens par les internautes. Donc, premier changement de la temporalité important. Le deuxième point que j'ai relevé dans cette analyse, c'est que le temps de l'amateur, c'est-à-dire le temps des blogs ou des pages personnelles, est sensiblement différent du temps de la presse classique, et qu'il y a donc là aussi une difficulté ou en tout cas une nouveauté, puisque les amateurs ne sont pas tenus par la pression de l'actualité, ils vont réagir donc dans un temps différent. Et enfin, c'est peut-être le point principal qui est proposé dans l'article et qui va rebondir dans les 2 autres articles, c'est la question de la circulation circulaire de l'information, le fait qu'on retrouve toujours les mêmes informations sur les différents supports, ici sur les différents sites web de presse, et que cette circulation circulaire est en réalité accélérée par le web. C'est toujours les mêmes, ce seraient toujours les mêmes informations que l'on retrouve sur le web, et notamment avec la première source qui est l'agence de presse qui rebondit, donc les informations lancées par les agences de presse qui rebondissent ensuite de site en site. Voilà pour les points que j'ai personnellement soulignés dans ce premier article. Dans le second, donc, qui concerne plus la théorie de la longue traîne et savoir si elle s'applique ou non aux journaux en ligne. Ce que j'ai relevé, c'est que la multiplication des intermédiaires, donc au travers des intermédiaires qui peuvent être des intermédiaires à la fois techniques et des infomédiaires, donc des intermédiaires de l'information, qui se multiplient dans le web, cette multiplication conduit à des nouvelles procédures qui ont accéléré la diffusion circulaire de l'information. C'est-à-dire que, au contraire, ça n'apporterait pas de pluralisme, mais ça ne ferait que augmenter la circulation des mêmes informations
sur le web, et ce qui contredirait, ou au moins en partie, la théorie de la longue traîne et aussi les affirmations de Ben Clair, donc sur une sphère publique en réseau qui serait plus ouverte et plurielle. Et j'ai relevé aussi un point important, en tout cas de mon point de vue dans cet article, c'est que ceci provient aussi de la pression sur la productivité des salles de rédaction. Ce n'est pas juste une question immédiatement technique, et c'est aussi le fait que le web conduisant à une accélération des demandes sur les journalistes, on a une augmentation de la pression donc de la productivité et donc moins de recherche d'informations et plus donc de rebond d'informations. Le deuxième point important, me semble-t-il, pour nous sur ce dernier article, c'est le refus de Google d'admettre qu'il a une ligne éditoriale et qu'il donc simplement il déduit de l'automatique donc ce qu'il propose sur le web et ce qui conduit à une non prise en compte du droit d'auteur. En fait, là c'est une parenthèse que je fais, c'est exactement comme le modèle de la bibliothèque, hein, qui a exactement ce même type de modèle et aux États-Unis sous la législation du fair use. Mais c'est aussi revendiqué par Google, et ça c'est assez paradoxal mais intéressant, comme une qualité d'objectivité et de neutralité de l'information. Et puis le troisième point donc concernant cet article, c'est que les critères qui sous-tendent les algorithmes de Google conduisent à transformer le travail des rédactions, et je crois que pour nous c'est peut-être le point le plus intéressant de cet article, en favorisant l'augmentation du nombre d'articles, puisque plus il y a d'articles qui sont proposés, plus seront sélectionnés par les algorithmes de Google les journaux en question, en faisant aussi une pression sur la longueur des articles, sur leur résonance, c'est-à-dire sur la façon dont ils sont repris par d'autres, sur leur rapidité, sur leur couverture et sur leur originalité. Et dans ce processus aussi, les agences de presse jouent un rôle tout à fait particulier, et il y a même des contrats cette fois-ci qui ont été passés avec Google pour que les agences de presse servent de base informationnelle à la firme et donc au service de la firme, de façon à éviter les redondances d'informations qui sont reprises par les journaux, les informations donc des agences. Donc voilà les quelques-uns des points, mais il y en aurait sans doute beaucoup d'autres, qui m'ont semblé importants par rapport à notre réflexion sur la temporalité. Et maintenant j'en viens aux questions donc posées à Franck. J'en ai pris 5, et il y en aurait évidemment bien d'autres. La première, c'est que au moment où il écrivait ces articles, eh bien Facebook et Twitter n'existaient pas ou venaient à peine de démarrer. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que les réseaux sociaux accélèrent encore le flux de l'information journalistique? Et puis j'aurais une question un peu inverse, c'est est-ce que l'on a des éléments sur, non pas le côté du flux, mais le côté des archives, sur les usages des archives des journaux? Ça, c'est la première question. La deuxième question, elle a trait à la circulation circulaire de l'information, qui est un peu le fil conducteur de l'ensemble de ces articles. Et je me suis demandé si, en fait, il y avait une convergence ou une contradiction entre cette généralisation donc des informations qu'on retrouve toujours et partout et la personnalisation de l'information qui est de plus en plus importante sur le web, avec jusqu'à ce que Elie Pariser appelle le filter bubble, c'est-à-dire est-ce qu'on s'enferme aussi bien
dans notre petite bulle informationnelle que plus globalement dans des informations qui sont totalement redondantes sur le web. La troisième question, c'est que les règles en fait de l'algorithme de Google sont aussi implicitement un jugement sur le journalisme, c'est-à-dire que si on choisit ces critères, on porte en fait en creux un jugement sur le journalisme, donc d'après la firme, voire peut-être plus globalement d'après l'ensemble de la culture de la Silicon Valley, sur donc un média traditionnel. Et la question, c'est finalement, qu'est-ce que ça induit comme changement de valeur pour le journalisme? Et quelle est la part, finalement, qui est la part simplement du technique et du mesurable? On fait ça parce que juste c'est mesurable et on fait pas autre chose. Et quelle est la part, en fait, de l'idéologie? Quelle est la part de la stratégie dans ces choix de critères? Et puis, la quatrième question, c'est pour savoir s'il y a une technicisation des pratiques professionnelles sur le journalisme, une technicisation qui pourrait être explicite ou implicite, et qui conduirait à de nouvelles relations de pouvoir dans l'information. Par exemple, sur les règles d'écriture, et on a déjà beaucoup, nous, parlé du data journalisme, donc est-ce que on n'a pas là une nouvelle forme de journalisme qui s'ouvre, ou dans l'investigation qui serait plus une investigation documentaire qu'une investigation factuelle, ou dans la vérification des sources, ou dans la rapidité de la divulgation, ou que sais-je, peut-être ailleurs. Mais la question qui se pose, c'est les pratiques professionnelles du journalisme ont été réglées notamment au début du XXe siècle. Est-ce que aujourd'hui on a des changements de ce côté-là? Et enfin, la dernière question, c'est un peu un étonnement, disons. C'est que, en fait, il n'est pratiquement rien dit dans les articles là, que tu nous proposes du temps de la lecture. C'est-à-dire tout est fait par rapport à l'offre, par rapport aux pratiques de ceux qui écrivent, et pratiquement il n'est rien dit du côté des lecteurs. Et est-ce que on ne pourrait pas aussi avoir un raisonnement qui serait par rapport au changement de la lecture numérique par rapport à la lecture sur papier, qui induirait des changements sur la structure des médias, et en particulier aujourd'hui avec l'arrivée du mobile, de iPhone ou de ce genre de terminaux portables. Donc voilà les quelques questions que je voulais poser à Franck. On va lui laisser répondre brièvement, et puis après on ouvre donc le débat. Donc Franck, tu as la parole maintenant. Merci. Tout d'abord, merci pour l'invitation, hein, ce webinaire, et puis d'inaugurer. Parle plus fort, parle plus fort. Je disais merci pour l'invitation, et puis aussi pour le fait d'inaugurer cette formule là de la vidéoconférence à 5 ou 6 lieux. Et puis merci aussi Jean-Michel pour la lecture très attentive des textes que tu as faits, et puis pour la précision des questions. Alors, je vais répondre aux questions, peut-être aussi en revenant sur certains éléments que tu as pointés à la lecture des textes, puisque finalement il y aura des liens entre les deux, me semble-t-il. Alors, tout d'abord par rapport à effectivement ce qui paraît un petit peu central dans les travaux, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait une circulation circulaire de l'information qui serait accélérée avec le net, que finalement il y aurait une sorte de panurgisme médiatique qui serait encore plus accentué sur l'Internet qu'il n'est dans les médias traditionnels. Je voudrais apporter une nuance, parce qu'effectivement c'est un aspect de ce qui est présenté dans les résultats de ces travaux, mais ce qu'on essaye de mettre en évidence aussi avec les collègues qui participent à ce que sont en fait beaucoup de travaux collectifs, c'est qu'il y a en fait une dualité entre d'un côté la concentration de nombreux sites sur des sujets d'actualité qui sont effectivement souvent suivis de façon un petit peu moutonnière, comme ça, mais également, en parallèle,
le surgissement d'un certain nombre de sujets d'actualité beaucoup plus originaux, mais qui sont traités de façon isolée par d'autres sites. Et là, on passe notamment au blog et au pure player. Donc, je préfère insister sur ce point parce que je ne voudrais pas réduire finalement l'offre d'information en ligne à une sorte de surconcentration de l'info, une sorte de reproduction de l'information qui est produite et présentée dans les médias traditionnels, mais il y a également des foyers d'innovation, des foyers de création originale d'informations sur le web. Alors, ceci étant, par rapport aux aspects que tu as évoqués également, c'est vrai que les travaux là que j'ai soumis pour le webinaire consistent essentiellement qui relèverait d'une analyse de discours, d'une analyse de contenu, de ce qu'on peut trouver en termes d'informations sur le web. Mais évidemment, l'idéal, ce serait de relier cette analyse avec une prise en compte des pratiques, aussi bien du côté de la production, donc tu l'as évoqué, notamment du côté des pratiques professionnelles en matière de conception de l'information, et puis également du côté des pratiques au niveau des utilisateurs, la façon dont ils se saisissent de ces informations, effectivement, dans des niveaux de temporalité qui peuvent être différents selon les terminaux. Alors, je vais essayer de faire quelques liens avec ça, parce qu'effectivement, il y a d'autres travaux qui ont été réalisés et qui le mettent en évidence. Alors, ce qu'il faut dire par rapport à cela, si on prend des travaux français du côté de la production de l'information en ligne dans les rédactions, je pense notamment à des travaux qui ont été réalisés par Jean-Marie Charon récemment, ou au niveau international, il y a un ouvrage qui fait un peu référence maintenant, qui est l'ouvrage de Chris Patterson, qui est britannique, et David Domingo, qui est espagnol, plutôt catalan, il y tient. Donc, dans un ouvrage qui s'appelle Making Online News, c'est que là aussi, on va retrouver cette dualité entre à la fois des rédactions dans lesquelles on va pousser à une certaine intensification de la production, et ça, c'est notamment du côté des médias professionnels, et puis de l'autre côté, des lieux où on va produire de l'information sur un mode beaucoup plus étalé. On va avoir un retour du journalisme d'investigation, d'enquête. Par exemple, il y a beaucoup d'auteurs, notamment Jean-Marie Charon en France, mais ce n'est pas le seul, qui pointent le fait qu'à Mediapart, par exemple, on a des articles d'une longueur et d'un approfondissement dans l'investigation qu'on ne retrouve quasiment plus dans la presse traditionnelle. Donc il y a vraiment cette dualité qui existe aussi du côté de la production de l'information. Alors, ceci étant, néanmoins, du côté des rédactions professionnelles, il y a quand même cette tendance à vouloir produire le plus rapidement possible une sorte d'information low cost. Un collègue avec lequel je travaille s'appelle Nikos Mirnaios qui a étudié ça du côté des rédactions. Alors, je peux vous donner aussi quelques chiffres à l'international. Il y a un chercheur allemand qui s'appelle Thorsten Quant, qui a une approche très quantitative de la production d'informations en ligne, qui fait des observations ethnographiques dans lesquelles il comptabilise en fait l'ensemble des activités qui sont produites par les journalistes au cours d'une journée. Alors, il l'a fait en Allemagne, alors à la fin des années 2010, en 2009, et il montre que, par exemple, dans les rédactions web, on a des actions qui durent en moyenne 2 minutes, que ce soit le fait de rechercher une source, d'appeler un correspondant, de commencer à écrire un papier, etc. Alors que dans une précédente enquête qu'il avait menée cette fois à la fin des années 90 à la radio qui est pourtant le média de l'instantanéité au niveau de l'information, bien la radio, on avait une moyenne là de plus de 4 minutes pour chacune des actions. C'est un exemple pour illustrer un petit peu ça, mais qui montre que véritablement, en fait, le rythme de production de l'information, c'est véritablement accentué dans les rédactions professionnelles. Donc, il y a ce phénomène de rédaction qu'avec des collègues, on appelle des rédactions productivistes, parce que véritablement, l'idée, c'est de produire le plus d'informations en un temps limité. Et puis, de l'autre côté, on a également des rédactions qui sont beaucoup plus anglistes, c'est-à-dire qui cherchent à la fois à se démarquer de l'agenda médiatique dominant, tel qu'il est notamment initié par les agences de presse, les agences d'information internationales, et puis aussi, même par rapport à des sujets qui sont déjà en quelque sorte surtraités, eh bien, ces rédactions essayent de trouver un angle, une approche, un point de vue, une façon de problématiser en quelque sorte le sujet d'actualité qui soit différent. Là, je prends l'exemple d'un site qui en France est maintenant assez connu, qui est le site Rue 89,
près duquel moi j'avais pu enquêter aussi à la fin des années 2010, où véritablement il y a cette volonté qui est affichée de se démarquer des médias classiques, tout en traitant des sujets qu'eux-mêmes traitent, mais avec un regard plus subjectif, un regard un peu oblique par rapport à cette actualité dominante. Et puis quelque chose de révélateur aussi, c'est que ces rédactions-là, volontairement, par exemple, ne s'abonnent pas au fil des agences de presse. Donc ça, c'est quand même assez notable. Alors ça, c'est du côté de la production de l'information. Alors, du côté maintenant de la consultation des informations, alors là, moi, c'est un point sur lequel j'ai moins travaillé et j'ai lu certains éléments. Sur la question très précise que tu posais, qui est celle de l'usage des archives de journaux, je n'ai pas de statistiques en la matière, je n'ai pas connaissance d'enquêtes qui aient été menées à ce sujet. Elles existent peut-être, mais je le dis très modestement, je n'ai pas connaissance de chiffres en la matière. En revanche, un certain nombre d'enquêtes qui sont parues récemment, qui sont tout à fait intéressantes. Je pense notamment à celles qui sont issues du projet Mediapolis, une recherche ANR qui a été menée par le CEVICOF et puis le Charisme à Paris 2. On a maintenant des profils en termes d'information. Alors c'est l'information politique, mais en fait c'est étendu à l'information générale et politique, qui sont assez intéressantes parce qu'elles essayent de s'extraire de cette simple consultation de l'information en ligne pour aller vers des pratiques beaucoup plus transmédia ou cross-média, et dans lesquelles on peut distinguer plusieurs types de pratiques. Alors je dis très rapidement, mais on peut voir qu'il y a 4 grands types de pratiques d'information. Il y a une première pratique qui est exclusivement télévisuelle. On va s'informer en regardant principalement les journaux télévisés de TF1, et c'est pas caricatural, c'est véritablement ce qui ressort de cette première pratique. Il y a une deuxième pratique dans laquelle on va combiner en fait l'appui sur la télévision et la lecture de la presse, et notamment de la presse quotidienne régionale. Il y a une troisième pratique dans laquelle on va trouver à la fois l'écoute de la radio et puis des pratiques extrêmement variées au niveau de l'information en ligne, c'est-à-dire à la fois les médias professionnels d'information et puis également les sites pure players et les blogs. Et puis enfin une troisième pratique qui est exclusivement Internet, qu'on trouve surtout dans les jeunes générations, où là on va s'informer essentiellement à partir justement des infomédiaires, c'est-à-dire les services d'actualité des portails, ou bien les agrégateurs de nouvelles. Donc là aussi c'est pour dire que finalement, de la même façon qu'il n'y a pas une seule offre de contenu en ligne, mais qu'il y a cette dualité entre concentration et dispersion, de la même façon qu'on peut trouver des rédactions à la fois productivistes et des rédactions plus anglistes, me semble-t-il, du côté des pratiques également, on peut trouver des profils, des manières de s'informer qui vont être assez différentes. Alors sur la question que tu posais, là encore beaucoup plus précise, sur le temps de la lecture, et notamment les différences qui pourraient apparaître selon les terminaux, je pense notamment à la différence entre la lecture de l'information en ligne sur un micro-ordinateur et sur un téléphone portable. Alors là encore, je n'ai pas à ma disposition, hélas, d'éléments qui permettraient d'abonder en ce sens. C'est une pratique qui est quand même relativement récente au regard, on va dire, du temps de la recherche scientifique pour disposer d'éléments tangibles à ce sujet. Je reviens sur une autre question que tu as pointée. C'est vrai que les recherches que j'ai menées jusqu'ici s'intéressaient principalement à l'information en ligne sur le web, sur les sites web. Et c'est pas aux spécialistes que vous êtes de l'Internet que je vais l'apprendre, c'est que le web, évidemment, c'est une partie de l'Internet. C'est là, on va dire, on va trouver de l'information essentiellement sous forme de publication, mais il y a également d'autres dispositifs qui vont être davantage dans la relation interpersonnelle, et je pense notamment au développement des réseaux sociaux numériques, comme tu les as nommés, Facebook et Twitter. Alors là, en revanche, j'ai connaissance d'un certain nombre d'études qui ont été réalisées en la matière. Alors, des études, là encore, qui ont été menées à la fin des années 2010, et puis d'autres plus récentes. Alors, notamment des études qui s'inscrivent dans la dynamique des méthodes numériques, c'est-à-dire des études sur les big data, les grands jeux de données, avec des auteurs que vous connaissez sans doute, comme Jure Leskovec ou Kleinberg, etc., qui ont travaillé notamment sur le cycle de l'information,
et en particulier aux États-Unis, ils sont intéressés au départ à la campagne présidentielle de 2008, la dernière campagne présidentielle aux États-Unis, où ils montrent effectivement qu'on peut voir un certain nombre de tendances dans l'information avec un certain suivisme des médias, autour notamment de certaines petites phrases qui, durant la campagne présidentielle, sont extrêmement reprises. Et leur interrogation, elle porte aussi sur la contribution, justement, des blogs, des forums, des discussions dans les forums, à l'époque, à cette dynamique du cycle de l'information. Alors, ce qu'ils ont mis en évidence, alors à l'époque, en 2008, c'était plutôt les blogs qui étaient mis en avant, ils ont mis en évidence que les blogs, en général, arrivaient 2 heures à 3 heures après les médias d'information traditionnels. Donc, c'était plus un mécanisme de chambre d'écho, où finalement, on allait trouver dans la blogosphère une résonance en termes de commentaires, de polémiques, vis-à-vis des petites phrases qui étaient relayées au départ quand même par les médias traditionnels. Donc ça, c'est une première étude de Leskovec et ses collègues qui a été publiée en 2009. Il y a également une étude cette même année de la fondation Pew aux États-Unis, alors que c'était une étude relativement monographique qui a concerné la localité de Baltimore. Et justement, ils ont essayé de voir sur, alors je crois que c'était une dizaine de jours, la production d'informations dans cette localité, en essayant de voir là encore qui était finalement, qui avait la primeur de l'information, quelles étaient les sources d'information principales. Alors, ce qui est assez intéressant dans cette étude également, c'est que d'une part, ils mettent en avant que dans toutes les nouvelles qu'ils ont examinées, 80%, donc une grande majorité, n'amenaient pas véritablement d'informations originales, mais revenaient sur des informations qui étaient déjà sorties antérieurement. Et pour les 20% donc d'informations originales, en fait, la quasi-totalité provenait des médias professionnels, et en particulier, comme c'était à l'échelle d'une localité, du quotidien local de Baltimore. Ce qui montre quand même que l'appui sur des rédactions professionnelles garde toute sa prégnance. Alors, même si dans le domaine de l'information locale, c'est très particulier, parce que les quotidiens locaux vont avoir un réseau de correspondants qui va être particulièrement décisif dans l'approvisionnement en information. Alors, ceci étant, donc cette étude-là comprenait Twitter dans son corpus, et véritablement, la contribution de Twitter en termes d'originalité de l'information était très faible. Les 2 seules informations originales qui sont sorties sur Twitter et qui ont été reprises ensuite dans les autres médias, les sites d'information en ligne ou les médias plus classiques, étaient en plus des informations qui venaient du fil Twitter de la police locale. Donc ce n'est pas forcément des internautes amateurs, mais c'était plutôt en fait des sources officielles qui avaient été les premières arrivées sur les lieux d'un crime, qui avaient diffusé sur Twitter les informations. Alors, plus près de nous, donc dans le cadre du programme ANR, Internet, Pluralisme et Redondance d'information en ligne que j'anime, donc on a réalisé une étude à la fois de l'offre d'information sur les sites web qui prolonge sur une période plus large avec un corpus de sites également plus conséquent, le papier qui a été publié dans New Media and Society en 2010. On a ajouté également un volet Twitter. Il y a 2 collègues qui sont Bernard Trieder et Nikos Myrnaios qui ont travaillé sur ce volet Twitter. Et donc, ils ont travaillé à partir d'un échantillon de tweetonautes qui étaient particulièrement actifs en matière d'information politique sur le web et d'information générale également. Alors, il y a quelques éléments intéressants. Tout d'abord, par rapport à la pratique des tweetonautes en termes de temporalité et notamment du temps d'activité dans la semaine. Ça, c'est assez intéressant parce que ils ont observé la production de ces tweetonautes. Donc, c'est plus de 20 000 comptes au final. Donc, c'est quand même un échantillon assez large. Ils ont observé que durant les jours de la semaine, certes, le samedi et le dimanche, la production de tweets baissait, mais également, ce qui ressort vraiment de façon tout à fait nette dans les courbes, elle baisse également le mercredi après-midi. Alors, pour eux, l'interprétation qu'ils en font, c'est que véritablement, la pratique de Twitter est liée à une pratique professionnelle. C'est-à-dire que dans les 3 moments de la semaine où les gens qui travaillent s'échappent un petit peu de leur activité professionnelle, c'est-à-dire le samedi, le dimanche et le mercredi après-midi, la production de tweets baisse nettement
également. Donc, je pense que ça, c'est un aspect à prendre en compte, hein, la corrélation, en fait, entre l'activité professionnelle des twittonautes et le fait de tweeter. Alors, deuxièmement, par rapport aux sujets d'actualité qui sont diffusés sur Twitter, donc là, on a pu opérer une comparaison, ce qui est assez intéressant, entre les sujets d'actualité qui sont abordés sur le web et ceux qui sont discutés sur Twitter. On a une homologie finalement assez grande entre les deux, hormis pour deux types d'informations, qui sont d'une part l'information people, parce que Twitter a une composante ludique, hein, où effectivement, c'est sans doute beaucoup de twittonautes vont réagir par rapport à une information people en la tournant en dérision, la moquant, etc. Et puis, ce qui est sans doute beaucoup plus intéressant, il y a aussi un tropisme des twittonautes pour l'information de nature high-tech à travers un prisme politique. Typiquement, durant la période d'observation qui était en 2011, de février à avril 2011, il y a un sujet d'actualité qui a été beaucoup plus commenté sur Twitter qu'il n'était sur les sites web, c'était toutes les controverses autour de l'Adopi. Où là, sur Twitter, on a eu un nombre de tweets tout à fait considérable au regard de la place qui était accordée à ce sujet d'actualité sur le web. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que finalement, la controverse politique ou le débat autour de l'actualité sur Twitter va se focaliser sur des questions qui sont en lien en fait avec le développement des technologies numériques. Voilà, alors j'ai abordé quelques-unes des questions, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole puisque j'ai bien compris que ce webinaire était pensé comme un échange. Donc je me tiens à votre disposition s'il y a d'autres questions, si vous voulez rebondir sur d'autres choses. Donc la parole est aux membres du webinaire. Qui veut prendre la parole? J'avais une question qui était un peu complémentaire de celle que posait Jean-Michel par rapport aux réseaux sociaux. Tu dis à un moment donné, tu parles mais très brièvement de la place du son et de la vidéo. Est-ce que, et donc tu es centré très fortement sur l'écrit dans ce qu'on a lu, les 3 articles qu'on a lus, est-ce que tu as des informations sur justement des déplacements sur la place de l'information qui passe par des clips YouTube, des choses comme ça, est-ce que c'est des choses qui bougent? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur ce même thème ou on laisse directement répondre Franck? Pas d'autres interventions sur ce même thème? Ok, Franck, vas-y. Attends, juste un petit. Peut-être, c'est exactement dans la même ligne, mais en particulier l'ajout maintenant de la possibilité de photos sur Twitter et puis de vidéos aussi, je crois, sur Twitter. Voilà, est-ce que ça a des effets notables de déplacement? Est-ce que ça encouragerait un essor particulier de certains médias? Ok. Donc, Franck, à toi la parole. Alors ça aussi, c'est un peu un point aveugle de ces recherches jusqu'à maintenant. Donc, vous avez tout à fait raison de le pointer. Donc, à la fois, jusqu'ici, dans mes travaux, je me suis beaucoup focalisé sur le web et moins sur les autres composantes de l'Internet. Et c'est vrai, avec une référence à l'information qui était quand même assez axée sur l'écrit davantage que sur l'audiovisuel. Alors, il faut dire aussi que ça correspondait à un moment de développement de l'Internet. Aujourd'hui, évidemment, il faudrait sans doute aller voir davantage dans ces directions. Alors, c'est le cas, je le signale au passage, puisque je suis dans un autre projet qui, cette fois, est coordonné par l'INA, justement, qui est un projet d'observatoire transmédia, dans lequel on essaye de voir la circulation des nouvelles entre le web, la radio, la télé et la presse. Et donc là, on va pouvoir analyser la circulation des vidéos en tant que telles, entre notamment les chaînes de télévision et les plateformes comme Dailymotion ou YouTube sur ce point. Alors ceci étant, moi je n'ai pas d'éléments aujourd'hui parce que c'est simplement le prototype là, du projet OT Media qui est en cours, donc j'ai pas d'éléments tangibles à vous donner sur ce point aujourd'hui, mais il est clair que c'est une composante qu'il faut absolument étudier davantage maintenant, ça c'est évident. Par rapport à Twitter et à l'ajout des photos, alors là non plus, j'ai pas d'éléments pratiques. Alors en revanche, là, c'était assez intéressant. Cette année, j'ai suivi un étudiant de M1, de Master 1, qui était un étudiant chinois,
qui a fait son mémoire sur le réseau socio-numérique Weibo, hein, qui en Chine est en fait le réseau entre guillemets officiel, hein, puisque Twitter a été en grande partie censuré. Et c'est assez intéressant parce que d'emblée, Weibo a été conçu avec un dispositif de photo. Hein. Il intègre la photo dès le départ, hein, contrairement à Twitter qui ne l'a pas intégré dès le début. Et visiblement, en termes d'usage, c'est un peu aller vite que de dire que ça a un impact, mais notamment dans les différents événements qui en Chine ont été médiatisés via Weibo, en contournant en quelque sorte le système officiel des médias chinois. Il y a notamment beaucoup d'événements qui avaient lieu au moment de catastrophes naturelles ou d'accidents ferroviaires, donc avec si vous voulez, un impact en termes d'image qui était assez fort, hein, que ce soit un fleuve qui soit en crue et qui inonde les parties rurales à ses côtés, ou bien que ce soit notamment un accident de train, hein, dans lesquels les pouvoirs publics peuvent être mis en cause en termes de sécurité des installations ferroviaires, etc. Visiblement, ce sont des événements qui ont été particulièrement relayés sur Weibo, qui est donc le pendant chinois de Twitter, et qui possède cette composante visuelle. D'autres remarques, Jean-Philippe? Alors, donc pour revenir un petit peu sur la temporalité, hein, dans les médias traditionnels, à la presse ou à la télé, hein, l'information se pure en termes de temporalité. Dans la presse, on a des quotidiens, des hebdomadaires, des mensuels. On a des choses similaires à la télé, à la radio aussi. Hein. Voilà, bon, je m'avance un petit peu, mais enfin quand même ça corrèle aussi avec le recul qui est pris sur l'information, nécessairement sur les grandes enquêtes de fond et choses comme ça. Et donc de ce point de vue-là, ça rejoint un petit peu la dualité dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais est-ce qu'on essaye, je ne connais pas non plus très bien l'histoire de la presse et je ne sais pas comment se sont mis en place ces grandes catégories de quotidiens, hebdomadaires, mensuels. Et est-ce que du coup, ce qu'on observe sur le web a quelque chose qui se rapprocherait à l'émergence comme ça de catégories d'organes de presse qui ajusteraient leur temporalité au degré de recul qu'ils prennent par rapport à l'information? Est-ce que la dualité qu'on évoquait tout à l'heure corrèle avec des formes de temporalité quelconques? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette histoire de rythme et de genre? Valérie? Oui? Non. Si, c'est un peu lié, même si c'est un peu éloigné. Je voulais repartir de la courbe de la longue traîne, où vous dites dans le deuxième article donc qu'il y aurait un renforcement des événements très rares et des événements les plus fréquents, si je ne me trompe pas. Et la question, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a une corrélation entre ce qui se trouve dans les zones rares et la temporalité longue et ce qui se trouve dans le très fréquent avec des rythmes beaucoup plus accélérés? Je ne sais pas si c'est clair. J'ai pas compris, moi. Comment? J'ai pas compris, moi. Benoît n'a pas compris, mais peut-être que Franck a compris et qu'il va répondre. Non, alors, je vais recommencer. Vas-y. Dans le deuxième article, si j'ai bien compris, l'effet de la longue traîne, c'est que c'est quand même un renforcement des informations toujours reprises, etc., mais en même temps un maintien des informations rares. Et la question, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre une information très très répétée et un rythme rapide de la production, et de l'autre côté, les informations rares étant liées à, par exemple, ce que vous disiez, enfin, les modes de rédaction plus lentes, etc. Donc sur ces deux questions, sur le rythme et le genre, à toi la réponse, Franck. Tout à fait. Alors, je commence peut-être par la question de Jean-Philippe, dans l'ordre où les questions sont apparues. Alors, effectivement, ce qui est assez intéressant avec l'Internet et le web, c'est qu'on va trouver sur ce dispositif, en fait, des modalités d'information qui jusqu'ici étaient relativement séparées. Et effectivement, on va avoir à la fois une information très chaude, hein, qui est vraiment dans l'actualité la plus immédiate, et puis également, effectivement, des développements
Pas perdu. De nouvelles, on pense à Google News, Google Actualité, hein, qui est tout à fait... Juste, on t'a perdu pendant une minute. Il faudrait que tu reprennes un peu ton développement là. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon, vas-y. Oui, je disais par rapport à la question de Jean-Philippe, hein, le fait que finalement sur l'Internet, on puisse trouver à la fois une information qu'on pourrait qualifier de chaude, hein, une information en lien avec l'actualité la plus immédiate, et puis en même temps une information plus approfondie, plus développée, avec un peu plus de recul, de type presse magazine. Alors, effectivement, c'est une caractéristique du web, hein, que de pouvoir en fait accueillir finalement ces deux modalités d'information. Et ce que je disais, c'est que, y compris du côté des agrégateurs de nouvelles, on peut voir des positionnements éditoriaux qui sont assez variés. Alors, quand on pense à Google News, à Google Actualité, là, on va être vraiment dans l'actualité chaude, dans la réactivité permanente. Mais on a également des portails ou des agrégateurs, je pense par exemple à Réseau.net ou à Paperblog, qui eux, volontairement, vont s'inscrire davantage dans la compilation d'informations qui tournent autour de la réflexion, autour de l'approfondissement. Alors ça rejoint un petit peu ce que disait Jean-Michel tout à l'heure, hein, pour reprendre des catégories d'analyse un petit peu anciennes à propos de l'information. Finalement, sur Internet, on a à la fois une information de flux et une information de stock. Hein. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est de les voir cohabiter, alors que jusqu'ici, parfois, on avait l'impression qu'elles pouvaient être assez séparées. Pour venir maintenant à la question de Valérie, alors effectivement, cette dualité hein, qui est illustrée par la longue traîne entre d'un côté ce que sont des informations qui sont surtraitées, recyclées en permanence, et puis de l'autre côté des informations beaucoup plus rares, qui sont traitées de façon isolée, effectivement, on peut établir une corrélation avec le mode de production de ces informations. Alors, on l'a fait, nous, notamment dans le cadre du programme IPRI, là, sur le pluralisme de l'information en ligne, hein, en essayant de voir quels étaient les sites qui, parmi leurs productions quotidiennes, avaient un certain nombre d'articles qui faisaient partie du mainstream médiatique, hein, c'est-à-dire véritablement des sujets d'actualité les plus courants qui reviennent à la une de l'actualité tout au long de la journée, et puis les sites qui, eux, vont être davantage dans la rareté éditoriale, hein, dans un positionnement beaucoup plus original et de façon très très nette. Hein. On voit que les sites non professionnels, les blogs et puis également les pure players non professionnels vont être davantage du côté des sujets rares, alors que les sites professionnels, c'est-à-dire les émanations numériques de radio, journaux et télévision, et également les agrégateurs et les services d'actualité de portail, eux, vont pencher de façon beaucoup plus notable du côté des sujets d'actualité les plus repris. Ça, c'est tout à fait clair. Alors, évidemment, après, il y a des exceptions hein, quand on rentre dans le détail, mais disons que la tendance là apparaît de façon tout à fait claire. Alain, je crois que tu as une question. J'en aurai une après, Jean-Philippe. Ok. Oui. Donc Alain, on t'entend par là. Oui, mais j'ai remis mon micro parce que j'avais coupé. Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Mieux. Mieux. Ah. En tout cas, non, c'est une remarque qui m'est venue en écoutant donc Franck expliquer un petit peu comment les travaux avaient été menés. C'est l'information, c'est bien sûr l'information qu'on écoute à la radio d'une manière ou d'une autre et qu'on va retrouver un peu partout sur Twitter, etc. Mais c'est aussi des informations qui sont construites à partir d'événements qui vont être couverts par des journalistes, mais pas uniquement. Donc, je voulais prendre comme exemple le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, c'est quand même un événement très important qui est couvert par des journalistes traditionnels, mais dans lequel il n'y a pas que ça. Et il y a plusieurs fils de tweets hein, sur Cannes, il n'y en a pas un seul, il y en a beaucoup. Mais là, il y a des informations qu'on ne peut pas considérer comme étant simplement des reproductions des médias principaux. Comment est-ce que l'on considère ce genre de phénomène? Est-ce que, Michael, ta question est reliée ou c'est... Non. Ok, alors, vas-y, réponds. Il y en avait une reliée. Ah, Valérie, vas-y. Juste en lien, j'étais très surprise quand, Franck, vous avez expliqué l'étude à Baltimore qui montrait que les événements Twitter rares étaient exceptionnels, en fait.
Alors que le discours ambiant, c'est de dire que, enfin qu'on entend souvent, c'est que dans Twitter, on a de l'information originale, décalée, etc. Donc, vas-y, Franck, à toi. Bien. Alors, je vais répondre sur ces deux points, effectivement, qui sont complémentaires, mais l'un porte davantage sur la méthodologie de recherche et l'autre plus sur les résultats de la recherche. Alors, sur la méthodologie, pour répondre à Alain, dans le cadre du projet ECRI, le corpus de sites web, on l'a élaboré en s'attachant à des sites qui produisent de l'information générale et politique, puisqu'on était dans une approche qui était celle de l'information générale et politique par rapport à la thématique du pluralisme. Mais il est évident que, par exemple, si on avait recherché de l'information plus spécialisée, information de niche, ou sur des thématiques justement culturelles, sportives, etc., on aurait sans doute eu des sources d'information plus originales, et peut-être davantage de sources amateurs. Ça, c'est un premier point. Alors, ceci étant, néanmoins, dans le corpus de sites qu'on a élaboré là pour la recherche de 2011, donc qui fait celle à celle de 2008-2009 qui a été publiée dans New Media and Society, on a quand même au final un corpus de 209 sites d'information générale et politique dans lesquels il y a plus de 110 blogs. Et donc une grande partie de ces blogs sont amateurs. En gros, on n'a qu'une quinzaine de sites de blogueurs professionnels qui sont des journalistes qui tiennent leur blog, et puis environ 80-90 qui, eux, sont des sites de blogueurs amateurs. Donc on a quand même essayé au maximum d'avoir la représentativité de ce que sont aujourd'hui les producteurs d'information générale et politique. Avec toutefois, comme je le signalais précédemment, cette limite qui est que le thème de l'information générale et politique va sans doute attirer davantage de professionnels que d'amateurs. Alors toujours dans cette recherche, en ce qui concerne l'information générale et politique, mais sur Twitter, cette fois, on a procédé de quelle manière? Au départ, on a eu une liste d'environ 400 comptes utilisateurs Twitter qui étaient particulièrement intéressés par l'information générale et politique. Et cette liste nous a été fournie en fait par une agence de communication spécialisée justement dans la communication politique sur le web. À partir de là, cette liste, elle a fait l'objet d'une exploration en fonction de l'ensemble des followers et des friends de ces comptes d'utilisateurs. Et comme j'ai dit, pour arriver au final à un échantillon d'à peu près 23 000 comptes d'utilisateurs, dans lesquels on retrouve énormément d'amateurs. Donc c'est pour indiquer que si on part d'une base, effectivement, qui est une base plutôt d'acteurs professionnels de l'information, c'est donner les moyens, en quelque sorte, pour avoir un échantillon à la fois de sites web et de comptes d'utilisateurs Twitter qui aillent bien au-delà de la seule sphère professionnelle. On a beaucoup de comptes amateurs dans notre échantillon de comptes Twitter. Alors, ceci étant, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est pourquoi est-ce qu'au final, l'information professionnelle domine, et notamment sur Twitter. D'une part, parce que les professionnels ont une capacité à renouveler l'information qui est beaucoup plus importante, tout simplement passer leur activité de 8 heures du matin à 8 heures du soir, alors que pour les amateurs, souvent c'est fait un petit peu en décalé. C'est très prosaïque, mais c'est une raison quand même importante. Et puis surtout, ils bénéficient souvent d'une autorité, d'une reconnaissance qui font qu'ils vont être davantage repris par les autres twittonautes. Et alors là, j'enchaîne sur la question qui a été posée par Valérie, puisqu'il y a une autre étude dont je n'ai pas parlé. C'est une étude qui a été menée, alors là encore dans la lignée des digital methods, par Azur et notamment Bernardo Huberman, une étude de 2011 qui s'appelle Trends in Social Media, où là, ils ont étudié justement la production d'informations sur un échantillon assez gigantesque de tweets. Je crois qu'au final, c'est plus de 1 million de tweets qui ont été analysés aux États-Unis. Et ils ont essayé de voir à partir des trending topics, c'est-à-dire les sujets d'actualité qui sont considérés par Twitter comme étant les sujets à la mode ou les plus relayés, les plus débattus, les plus discutés sur Twitter, quels étaient les twittonautes les plus influents. Alors pour ça, ils ont établi ce qu'ils appellent un retweet ratio. C'est un peu complexe. C'est-à-dire qu'ils ont opéré un ratio entre le nombre de trending topics abordés par un utilisateur
et le nombre de retweets dont cet utilisateur a été l'objet. Eh bien, ce classement, si on prend les 20 premiers de ce classement, on a une domination effectivement assez étonnante au départ des sources professionnelles. Sur les 20 premiers, alors de mémoire, j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais je crois qu'il y en a 14 qui sont des sources professionnelles. Donc ce sont eux qui sont davantage repris au niveau du relais de l'information lorsqu'ils lancent un sujet qui finalement revient de façon importante sur Twitter. Donc je pense que ici, bien sûr, si on prend, alors ça rejoint aussi un peu la question sur la longue traîne finalement. C'est-à-dire que si on prend des sujets originaux, des sujets qui sont isolés, effectivement, chacun va pouvoir s'exprimer et mettre en avant une thématique originale. Mais si on considère en quelque sorte comment on pourrait dire, la surface sociale ensuite de l'information en question, on se rend compte que les comptes utilisateurs de médias professionnels ou de journalistes professionnels vont réussir à agglomérer un ensemble de followers qui va être nettement plus important que d'autres comptes isolés. Ok. Michael, ta question? Ma question avait à voir au niveau des échantillons et de la visualisation accès aux informations. Pas tellement dans Twitter où là c'est un peu standard texte, qu'on soit sur un iPhone ou un 17 pouces ne change pas grand-chose. Je me demandais dans quelle mesure, au niveau des blogs et des sites web, l'investissement d'un site généralement professionnel a une meilleure customisation, que ce soit une visualisation de l'information, la manière dont c'est présenté, la manière dont ils ont une version mobile du site pour accéder, a aussi un impact au niveau de la quantification de l'utilisation par des utilisateurs un peu neutres, où la frustration que quelqu'un a avec son iPhone d'aller sur un site web où c'est pas fait pour un site mobile, et donc c'est dans tous les sens, c'est pas tellement visible, donc on n'y revient plus. Et généralement les amateurs, évidemment, s'ils n'ont pas claqué la bonne boîte dans WordPress ou des choses comme ça, vont même pas avoir cette option-là. Donc, est-ce que vous avez aussi pris en compte, parce que j'avais vu la méthodologie au niveau des titres, des premières lignes de description, tout ça, l'aspect visuel du site en lui-même? Est-ce qu'il y avait une ergonomie en fait qui avait, d'après vous, un impact? D'autres questions sur la question de l'ergonomie, de l'affichage et donc des pratiques? J'avais une question peut-être liée qui était la question de est-ce qu'il y a certains types de présentations graphiques qui font autorité, enfin qui donnent le sentiment d'une autorité? Parce que est abordée la question du magistère et d'autorité, de la transmission d'autorité. Est-ce que ça joue aussi au niveau graphique? Et alors, moi, je vais rebondir sur une question que j'avais posée, mais auquel tu n'as pas complètement répondu. C'est finalement, est-ce qu'il y a des règles d'écriture, y compris des règles graphiques d'écriture, qui se sont déplacées sur le web pour le journalisme et pour les journaux? Donc, oui, Jean-Philippe. Du coup, j'en rajoute un petit peu. Est-ce que, dans la presse traditionnelle, les médias sont assez bien séparés. Il y a d'un côté ceux qui traitent de l'écrit, ceux qui traitent de l'oral à la radio et ceux qui font sur l'image, vidéo, à la télé. Et on peut s'attendre à ce que sur le web, ces choses-là se mélangent un petit peu. Et c'est un petit peu le cas. On voit un peu de vidéos sur les sites de journaux, des choses comme ça, mais malgré tout, on a l'impression que les catégories restent assez bien fixées. Hein. Quand on prend Rue 89, par exemple, il s'affiche quand même comme quelque chose d'écrit. Hein. Et je voulais savoir si c'était juste une illusion de ma part, ou qu'il y a quand même des tendances d'aller vers de la presse complètement multimédia, ou si les genres restent bien séparés. Donc, tu as la parole, Franck. Merci. Alors, moi, je n'ai pas travaillé directement sur la question de l'ergonomie et du rapport entre l'ergonomie et la consultation des terminaux et des sites, après quand on va plus loin dans l'accès à l'information. Simplement, ce qu'on peut observer, et ça, il y a de nombreux écrits qui en traitent, c'est une certaine normalisation de ce qu'on peut appeler la mise en écran de l'information. Alors il y a une collègue là aussi qui travaille dans le projet, qui s'appelle Anne Stouboul, qui étudie depuis plusieurs années justement l'évolution des interfaces des sites d'information en ligne, et on peut constater qu'il y a un zoning des interfaces
un zoning des interfaces qui ajoute en fait à une barre d'en-tête à la fois une information dans la partie centrale, et ce qui est plus intéressant en termes d'innovation finalement ergonomique sur Internet, très souvent une zone droite dans laquelle on va avoir tout un tas d'espaces pour les interactions. C'est-à-dire pour réagir à l'information, pour éventuellement effectivement lancer des vidéos. Tout cela, on peut observer qu'il y a quand même une sorte de normalisation en termes d'interface de l'information en ligne qui est assez généralisée. Il y a un rôle évidemment aussi ici des outils techniques. Je pense notamment, tout à l'heure, quelqu'un parlait de WordPress, le fait qu'on fournisse des templates, des gabarits, qui soient en quelque sorte là encore proposés presque prêts à l'utilisation, sans doute doit avoir un rôle en la matière. Mais je ne m'avancerai pas davantage parce que je ne suis pas suffisamment compétent ou expert pour répondre à ce type de questions. Alors en revanche, sur la question de Jean-Philippe, ça c'est tout à fait notable aussi de voir des croisements entre des médias qui sont originaires par exemple de l'écrit et qui vont aller sur le web et qui vont intégrer davantage de vidéos. Et puis inversement aussi, il faut quand même le prendre en compte, des médias qui viennent de l'audiovisuel et qui vont devoir développer une activité de production écrite sur le web. Ça parfois on a tendance à l'oublier, mais ça nécessite aussi un véritable saut en termes rédactionnels pour ces médias-là. Il y a aussi un phénomène assez intéressant, mais alors ça permettra d'illustrer un petit peu cette problématique. Là, j'ai une étudiante toujours en Master 1 cette année qui a fait un très bon mémoire sur la vidéo dans les sites de radio. Ça, je suppose que vous l'avez déjà tous remarqué, que vous consultez ça sur le web. Il y a tout un tas de sites de radio qui maintenant proposent en version filmée, par exemple, les interviews des invités politiques dans leur matinale. Et puis ça circule énormément sur le web. Dailymotion joue un grand rôle en la matière également de ce point de vue-là. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir que là encore, il n'y a pas un mouvement complètement uniforme des sites dans cette direction, mais il y a vraiment des attitudes qui vont être assez différentes les unes des autres. Justement, ce que montre cette étudiante dans ses mémoires, qui est assez intéressant, c'est une comparaison entre RTL et Europe 1, donc les deux sites web de ces radios-là, et où on voit que Europe 1 a franchi très tôt le pas de la vidéo sur son site web, alors que RTL y va à reculons, et ça se ressent énormément dans les consultations des vidéos en ligne. Quand on prend les statistiques d'audience, notamment sur Dailymotion, de ces deux types de vidéos, les vidéos de Europe 1 sont beaucoup plus regardées, beaucoup plus consultées qu'elles ne le sont de la part des auditeurs ou des internautes qui s'intéressent à RTL. Alors, j'ajoute un point, parce que ça permet de faire un pont aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire entre l'offre d'information et les modalités de production, c'est que du côté de Europe 1, donc qui appartient au groupe Lagardère, il y a eu très tôt une impulsion, dès le début des années 2000, pour avoir des rédactions qui soient bimédias ou des rédactions tournées vers le numérique. Et finalement, c'est aujourd'hui, au bout de quelques années, que l'entreprise Europe 1 finalement récolte les fruits de cette stratégie qui était très orientée vers le numérique, alors que du côté de RTL, on a eu une entreprise qui, elle, est restée davantage accrochée en quelque sorte à son média d'origine. Donc voilà, pour résumer, il y a effectivement des croisements en termes de mise en forme, j'ai envie de dire, de l'information en fonction de l'origine du média et de sa transposition sur le web, et qui très souvent sont à relier à l'histoire technologique ou aux stratégies d'entreprise des producteurs. Oui, tu voulais... Non, je voulais rebondir sur ta question. Là, dans ces cas-là, on voit bien que la radio invente de nouvelles formes de radio, des nouvelles formes de télé, du coup on n'est pas tout à fait sûr. Et du coup, pour rejoindre la question de Jean-Michel, est-ce que cette invention de nouvelles formes de présentation de l'information se retrouve aussi notamment dans l'écrit? Est-ce que la manière dont on écrit en ligne est différente de la manière dont on écrit sur papier? C'est pas la question de Michel. Oui. Y compris jusqu'au graphisme, pas uniquement l'écrit, mais bon, ça peut être des graphiques, des dessins, toutes les formes d'expression. Alors, on parlait du journalisme de données tout à l'heure. Si on considère que les bases de données sont en quelque sorte le back-office des sites, d'une certaine manière,
il y a sans doute un retentissement aussi dans la place très très grande qui est donnée à l'infographie sur le web. Hein. Si on prend un site comme OVNI notamment, qui est un site vraiment innovant en la matière, on voit effectivement des expérimentations en termes d'écriture web, en termes de mise en forme de l'info qui sont tout à fait intéressantes. Mais là encore, les sites vont avoir des rythmes d'introduction de ces innovations de mise en forme qui vont être très différentes les uns par rapport aux autres. Parfois aussi, on peut avoir des sites qui volontairement vont vouloir imiter d'une certaine façon la forme imprimée d'origine. Je prends le cas de Mediapart dont on parlait tout à l'heure. Vous savez sans doute que le logo de Mediapart, c'est le petit bonhomme qui vend les journaux papier dans la rue. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'eux-mêmes sur le web, où ils ont des formats, comme je disais tout à l'heure, très très longs, en termes simplement de signes par article, une inclusion de la vidéo très très limitée, eh bien il y a un référent qui est plutôt celui de la presse imprimée. Alors que du côté d'un certain nombre d'autres sites, et je pense notamment à OVNI, là en revanche on va être dans une sorte de test permanent de formules qui sont innovantes en termes de mise en forme de l'information. Ce qui est intéressant peut-être aussi, là encore, si on veut relier les contenus aux modalités de production et là de façon plus générale aux modèles d'affaires, aux modèles économiques de ces sites, c'est de voir que Mediapart reste sur un modèle de l'information qui est un modèle de l'information payante. Là peut-être aussi que la parenté avec la presse imprimée d'antan n'est pas très, très lointaine, alors que du côté d'OVNI, on est sur un site d'information purement gratuit où on essaye davantage de tester de nouveaux modèles économiques. Merci. Donc le temps tourne. Moi, peut-être la dernière question, ou peut-être quelqu'un aura une autre question encore, mais on arrive vraiment à la fin. Je voudrais revenir sur une question que j'ai posée, à laquelle tu n'as pas répondu du tout, et qui est sur en fait, je la posais différemment peut-être, elle était peut-être pas très claire. C'est sur la question en fait du traitement automatique de l'information. Et donc dans l'article, le dernier article sur Google News, tu donnes tous les critères qui sont tout à fait passionnants là donc de l'algorithme de Google News pour privilégier tel ou tel article et le mettre plus en avant qu'un autre. Et ma question c'était en fait, c'est aussi un jugement sur le journalisme qui se pose au travers de ces critères. Peut-être que c'est un jugement qui est induit par la technique, mais peut-être pas, parce qu'il est probable aussi que c'est un raisonnement qui est tenu aussi par les gens qui ont construit ces algorithmes, mais qu'ils auraient pu les construire peut-être de façon différente, à condition que les choses soient mesurables. Et ma question, c'était, est-ce que ces traitements automatiques de l'information ont des conséquences que l'on peut repérer sur la construction même de l'information traditionnelle? Parce que là, on a parlé beaucoup de construction d'information par les journalistes ou par les amateurs, mais donc par l'humain. Mais en même temps, on a des machines derrière qui vont faire des calculs, privilégier tel ou tel site. Donc, quelles conséquences il y a entre de ces algorithmes sur la construction ou la transformation du journalisme tel qu'on le connaissait jusqu'à présent? Alors, c'est pas du tout une question que je voulais esquiver, au contraire, parce qu'il y a plusieurs éléments là-dessus, simplement oublié tout à l'heure. On a un peu plus de 3 minutes ou pas? Ouais, un peu plus, mais pas trop. Bon, d'accord. Allez, essayez de faire en 3 minutes alors. Simplement par rapport à ça, effectivement, lorsqu'on s'est intéressé à Google Actualité là, avec Nikos Myernaios en 2009, on s'est plongé en fait dans les brevets qui avaient été déposés notamment par les ingénieurs de Google autour de Google News. Alors, en fait, quand on prend ces brevets, il y a un nombre de critères pour la classification de l'information qui sont extrêmement nombreux. Donc nous, on a essayé d'isoler les principaux. Et puis évidemment, ce que Google ne donne jamais, c'est la recette. Il donne les ingrédients, mais il donne rarement la recette qui permet d'arriver au produit final. En comparant en fait ces critères de classement
qui existaient dans les brevets de Google News, avec les résultats de classement pour ce qui concerne le Google Actualité français. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les sites qui étaient le plus souvent à la une de Google Actualité, je pense notamment au site du Nouvel Observateur ou au site de l'Express, sont des sites dans lesquels on a justement ce positionnement productiviste qui est le plus marqué. Donc on en a déduit notamment parmi tous ces critères qu'il y en avait deux qui devaient être particulièrement appréciés. C'est tout simplement la productivité des rédactions, qui pour Google est un signe de professionnalisme journalistique, c'est-à-dire la capacité à sortir des informations de façon régulière, périodique et assez rapide au cours de la journée. Et puis un deuxième critère qui est tout à fait intéressant, c'est le critère de story size, c'est-à-dire la taille de l'événement, la taille du sujet d'actualité au cours de la journée. Et qui est vraiment un critère. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce critère, c'est que finalement Google va examiner l'ensemble des informations dans son corpus de sites web, dans son répertoire de sites web, et par tout simplement un classement lexical, il va essayer de faire ressortir quels sont les sujets dominants du jour. Et donc en fonction de ça, il va établir une sorte de notation de la taille du sujet en question, ce qu'il appelle le story size, la taille de l'événement. Il va privilégier en fonction de ça les sites web qui s'inscrivent en fait dans cette dynamique médiatique. Alors là, pour le coup, le panurgisme médiatique dont je parlais tout à l'heure, il paraît complètement favoriser cette tendance de Google à favoriser le critère du story size. Un autre élément aussi qui peut être assez intéressant, parce que je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure et je n'ai plus le souvenir, mais je crois que dans l'article de 2009, on n'avait pas eu le temps d'en faire part parce qu'on l'a découvert ensuite, c'est que le seul site web, enfin plutôt la seule entreprise de médias à laquelle Google Actualité accepte de reverser de l'argent pour publier ces informations en France, c'est l'AFP, l'agence France Presse. Alors pas seulement parce que l'AFP lui a fait un procès, parce qu'il y a d'autres entreprises, je pense notamment en Belgique, pas en France, mais en Belgique, d'autres entreprises de presse qui lui ont fait des procès. Mais en France, pourquoi l'AFP? Parce qu'en fait, Google a besoin de l'AFP pour connaître justement un peu en amont ce que vont être les sujets les plus importants au cours de la journée, puisque l'AFP fournit une sorte d'agenda médiatique ou de pré-agenda au cours de la journée. Et puis on peut supposer aussi que Google se base sur les dépêches les plus importantes pour anticiper ce que sera leur reprise médiatique par la suite. Donc effectivement, c'est pas du tout une classification neutre, mais c'est une classification qui reprend pour beaucoup aussi, finalement, l'organisation professionnelle de l'information journalistique. Alors ceci étant, effectivement, quand on prend le discours, et notamment dans la charte d'utilisation ou la déclaration de Google Actualité, on voit que ce qui est mis en avant, c'est cette idée d'objectivité de l'information, cette idée aussi que les internautes vont pouvoir comparer les informations produites par plusieurs sources et donc se faire leur propre idée. Alors ça fait quand même beaucoup écho à l'idéologie libérale des États-Unis, cette idée que chacun doit pouvoir s'exprimer, que c'est fondamental pour la démocratie et que les citoyens, en quelque sorte, ensuite, vont aller piocher quelles sont les opinions ou les sujets d'actualité qui sont les plus intéressants. Sauf que dans le cas présent, Google va mettre en avant, par ce critère du story size, par ce critère de la productivité, par l'appui en amont sur le dépêche de l'AFP, va quand même faire remonter dans son classe essentiellement les sites qui sont dans le mainstream médiatique. Donc liberté de choix bien sûr, mais par rapport à un cadrage de départ qui est fortement conditionné. Alors les conséquences sur la production au niveau des rédactions, alors on avait mené quelques enquêtes, mais qui sont là encore assez, pas contradictoires, mais qui amènent des résultats assez nuancés. Dans certaines entreprises, et je pense notamment, là encore une fois, au groupe Lagardère, il y a une stratégie très très claire qui a consisté à acquérir des startups de l'Internet qui avaient monté notamment des petits sites spécialisés autour du sport, du football, de l'auto, et qui étaient spécialistes en fait dans le référencement des articles sur le web, qui avaient acquis un vrai savoir-faire professionnel par rapport à la reprise ensuite de leur information sur les moteurs de recherche et notamment Google. Et donc, alors là c'est une enquête moi j'avais menée en 2008, donc là il faudrait vérifier si c'est toujours d'actualité, mais en 2008, au niveau du groupe Lagardère, les articles qui étaient produits par les rédactions classiques étaient ensuite en quelque sorte passés à la moulinette de ces startups qui venaient d'être acquises
pour avoir un référencement qui soit optimal ensuite sur les moteurs de recherche. Donc, c'est pas du tout neutre, hein, ça encore. Ça veut dire que, finalement, d'ailleurs, il y a un des responsables de la Gardère qui avait employé cette formule. Il avait dit, par moment, j'ai l'impression que nos rédactions sont asservies au référencement, hein, sont asservies au moteur de recherche Google. C'est quand même pas tout à fait léger comme déclaration. Et puis, du côté d'autres rédactions, en revanche, alors je pense notamment à Libération, où là aussi j'avais enquêté en 2008, on a des réponses qui sont un peu plus contradictoires, où on nous dit qu'en fait, il n'y a pas forcément, par exemple, de formation au référencement pour les journalistes, mais en revanche, il y a une différence avec l'édition papier, c'est qu'on va éviter sur l'Internet des titres d'articles qui soient trop dans la subjectivité. Je pense notamment aux jeux de mots ou aux mises en dérision, hein, dont est coutume Libération papier. Bah, si vous observez bien, sur le web, on a moins de titres qui sont en quelque sorte formulés de cette façon, parce que on risque sinon de passer à côté du story size dont parle Google. Donc des conséquences sur la production des rédactions qui sont encore une fois assez variées en fonction du degré d'acculturation à la fois technologique et puis du degré d'acceptation aussi de cette sorte de soumission aux algorithmes des grands moteurs de recherche. Merci, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça a été tout à fait intéressant pour nous, sur le fond bien sûr, mais aussi dans l'aspect test de ce séminaire. Tu voulais ajouter une remarque, une question que je demande plutôt à Franck, c'est est-ce que ça serait possible de t'envoyer ensuite les notes qu'on a prises, éventuellement parce qu'il y a tout un tas de références que tu as données au fil, etc., sur lesquelles voilà, il y a éventuellement des choses de complément qui sont très utiles. Oui, je pourrais tout à fait envoyer les références biblio. Hein. Mais on t'enverra les notes, ce qui permet de voir là où il y a des choses à rajouter, quoi. Très bien. Merci. Ok, ben, merci bien. De retour Valérie et Jean. On disait juste qu'on remerciait Jean, qu'on remerciait Franck, et merci. On vous expliquera, c'était passionnant à la fin. Et donc, mais de toute façon c'est enregistré, donc vous pourrez aller l'écouter. Merci beaucoup à Franck. Nous on reste pour discuter de la suite. Et merci encore Franck. Ah oui, est-ce que tu as un avis sur cette première expérience? Non, moi je trouve que finalement ça marche bien. Surtout ce qui est bien effectivement dans ce système, c'est que la personne qui prend la parole apparaît automatiquement dans la fenêtre centrale. C'est assez bien conçu, je trouve, ça marche bien. Donc, pas de problème. Ben, merci beaucoup, donc tu peux raccrocher. Ok. Eh ben, merci encore pour l'invitation et puis à bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir.